Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 octobre 2025 et notre cher ami Carl Jacobo est avec nous. Bienvenue, Carl. Merci beaucoup de m'avoir invité. Désolé de ne pas avoir été disponible hier, mais aujourd'hui me convient parfaitement. Ravi de vous avoir parmi nous. Colonel, permettez-moi de commencer. Aujourd'hui, le 7 octobre, marque ce qui s'est passé en Palestine. L'attaque du Hamas contre les Israéliens, puis le génocide israélien en cours à Gaza. Si l'on compare la position d'Israël avant que toute cette folie ne commence à celle qu'il occupe aujourd'hui, sur les plans militaires et politiques, pensez-vous que ce qu'Israël a fait jusqu'à présent l'a placé dans une position meilleure et plus forte? Non, absolument pas. Je veux dire Israël, et je pense que c'est une question assez simple en réalité. Aujourd'hui, Israël est économiquement affaibli et a perdu de nombreux alliés. Beaucoup de personnes qui avaient autrefois un certain respect pour Israël ont désormais perdu ce respect. De nombreuses entreprises ont rompu leurs liens avec Israël, car il n'est jamais bon de faire des affaires avec un pays qui commet un génocide. Ce n'est tout simplement pas bon pour les affaires. C'est pourquoi de nombreuses entreprises ont simplement coupé leurs liens avec Israël. La communauté internationale se rend maintenant compte de quelque chose qui existait déjà auparavant. Il est donc important de comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre a essentiellement rendu visible quelque chose qui était déjà en cours. Cela n'a fait qu'accélérer le mouvement, si l'on veut. Mais en réalité, tout ce que nous avons vu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 se produisait déjà auparavant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le 7 octobre a eu lieu. Parce que les habitants de la bande de Gaza en avaient assez de ce qui se passait et qu'ils ont compris que la communauté internationale n'y prêtait aucune attention. C'était la logique derrière le 7 octobre, rendre les choses visibles. Et c'est lié à beaucoup d'autres éléments. Je veux dire, on parle toujours de Gaza, mais souvenez-vous que l'opération du 7 octobre s'appelait le déluge d'Al-Aqsa. Al-Aqsa est la mosquée située sur ce qu'on appelle le mont du Temple à Jérusalem. Je veux dire, le mont du Temple est le nom juif pour cet endroit, mais je ne me souviens plus du nom arabe. Je crois que c'est Jebel al-Haram ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le deuxième lieu le plus saint, ou le troisième si l'on compte les deux premiers en Arabie Saoudite, mais c'est le troisième lieu saint pour les musulmans dans le monde. Et ce lieu sacré est menacé par des gens comme Ben Gvir et ses partisans, qui veulent reconstruire le troisième temple de Salomon, ce qui impliquerait la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Donc bien sûr, on parle de ce qui se passe à Gaza, mais en réalité, ce qui a touché la population palestinienne à Gaza et en Palestine, ce n'est pas seulement ce qui s'y passe, mais aussi tout le patrimoine musulman en Palestine. Parce que si la mosquée sur le mont du Temple avait été détruite, cela aurait certainement affecté non seulement les habitants de Gaza, mais aussi les cultures musulmanes et palestiniennes dans leur ensemble. Il y a donc eu de nombreux événements différents qui, en réalité, ont convergé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à écrire le livre sur cette opération, je lui ai donné son titre plus tard, j'avais déjà commencé à l'écrire au printemps 2023, car j'avais compris que la tension montait et devenait extrêmement forte, et qu'elle pouvait, sans aucun doute, conduire à une confrontation très violente entre les Palestiniens et Israël. Nous avons donc tendance à présenter ce qui s'est passé il y a 3 ans comme un événement simplement décidé par le Hamas. En réalité, il ne s'agit que de la conséquence d'une série d'événements
auxquels personne en Occident n'a prêté attention, mais qui ont bel et bien eu lieu. Ils ont touché les Palestiniens. Des Palestiniens étaient déjà tués avant le 7 octobre. Des Palestiniens ont été massacrés avant le 7 octobre. Des personnes ont été prises en otage par les Israéliens avant le 7 octobre. Et c'est précisément pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y avait des négociations depuis 2021 au sujet de la situation de ces otages détenus par les Israéliens. Quand je dis otages, il faut être très prudent avec ce mot. Et je l'emploie ici de manière très délibérée. Car si vous arrêtez quelqu'un qui a commis un crime, alors cette personne est arrêtée. Point final. C'est un criminel, il est arrêté, jugé, et il va en prison ou quelque chose de ce genre. Mais ici, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons d'individus, à savoir des enfants, des femmes, des personnes âgées ou d'autres, qui sont arrêtés par les Israéliens et placés dans des camps ou des prisons dans le seul but de faire pression sur leurs familles. Ce sont donc, en réalité, des otages. Il n'y a aucun jugement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés. Ils sont simplement détenus pour exercer une pression sur leurs proches. Et c'est là le problème. À l'époque, en 2021-2022, il y avait plusieurs milliers de ces personnes. Le Hamas, par l'intermédiaire d'intermédiaires, a entamé des négociations à leur sujet et a tenté de trouver un moyen de libérer ces individus. Et c'est précisément pour cette raison, parce qu'à un moment donné, le nouveau gouvernement, dirigé par Ibn al-Taniya, a rompu les discussions, a complètement interrompu le dialogue et a déclaré « Désormais, nous ne vous parlons plus ». Et c'est exactement pour cela que le Hamas a décidé de capturer des soldats dans ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. L'enveloppe de Gaza est cette zone autour de Gaza. C'est une zone militarisée où se trouve ce qu'on appelle la division de Gaza. La division de Gaza est une entité militaire composée de plusieurs brigades, exclusivement chargées de confiner la population de la bande de Gaza. En gros, ils avaient toutes ces tours de surveillance autour de la bande de Gaza, ces miradors, des systèmes de tir automatiques, c'est-à-dire des mitrailleuses. Elles étaient équipées de mitrailleuses télécommandées et d'autres dispositifs similaires, disposés tout autour de la bande de Gaza. Il était interdit aux habitants de Gaza de s'approcher de la frontière de leur propre territoire. Une grande partie de leur terre n'était même pas accessible, car elle était bloquée par ces systèmes de surveillance automatique, les drones et ces ballons espions déployés autour de la bande de Gaza. Ils assuraient une surveillance électronique et optique sur toute la zone. En somme, c'était vraiment une prison à ciel ouvert. C'est exactement ce que c'était. Et afin de reprendre le dialogue, le Hamas a décidé de lancer cette opération, l'opération Déluge d'Al-Aqsa, pour capturer ces personnes dans l'enveloppe de Gaza, dans cette zone militarisée, comme moyen de faire pression sur le gouvernement pour rouvrir les négociations. C'était l'idée derrière l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Et puisque les personnes dans cette zone militarisée sont essentiellement du personnel militaire, et puisque Gaza est un territoire sous occupation, et puisque la résolution de l'ONU autorise la résistance armée contre l'occupation, c'est pourquoi j'insiste en disant que ces personnes qui ont été enlevées ou capturées par le Hamas le 7 octobre ne sont pas des otages, car elles participaient en réalité à une occupation militaire d'un territoire. Ils faisaient partie d'une force d'occupation. Point. Donc c'est la guerre. C'est aussi la raison pour laquelle cela devient extrêmement difficile quand on examine la situation. Et c'est pourquoi personne ne veut le dire. La communauté internationale a beaucoup tenté de soutenir que Gaza n'était pas occupé parce qu'il n'y avait pas de troupes à l'intérieur de Gaza. Mais en réalité, cela a été confirmé non seulement par les Nations Unies,
mais aussi par le Comité international de la Croix-Rouge, qui est l'organisme chargé de mettre en œuvre les conventions de Genève sur la protection des civils en temps de guerre, et ainsi de suite. Ces organisations ont confirmé que quel que soit l'endroit où se trouvaient physiquement les soldats israéliens, ils exerçaient une occupation sur la bande de Gaza parce qu'ils en contrôlaient l'activité. Ils décidaient du type d'activité que les habitants de Gaza pouvaient ou ne pouvaient pas mener. Par conséquent, Gaza était en réalité, comme je l'ai déjà dit, une prison à ciel ouvert, littéralement, pour les civils et les non-civils, si l'on inclut les combattants. Et lorsque nous parlons des combattants, nous mentionnons toujours le Hamas. Mais en réalité, il existe environ 16 ou 18 organisations de résistance différentes, selon la manière dont on les compte. L'opération lancée le 7 octobre n'était pas uniquement une opération du Hamas, même si le Hamas en était l'organisation principale et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, il s'agit d'une opération conjointe de ces 18 groupes armés, représentant non seulement des islamistes, comme on a tendance à les présenter, mais un large éventail d'organisations. Certains sont marxistes, d'autres sont chiites, car il existe une minorité chiite à Gaza. Certains sont islamistes et d'autres sont proches de l'organisation Fatah. C'est donc un éventail extrêmement large de groupes qui combattent. On parle toujours du Hamas, mais en réalité, là encore, c'est une déformation, car tout l'enjeu du récit est de dire qu'Israël est légitime à combattre le terrorisme islamiste. C'est tout le but de l'histoire que l'on entend à propos de ce qui se passe à Gaza. Mais c'est factuellement faux. C'est une erreur de raisonnement qui n'existe que pour justifier la violence, car comme Netanyahou lui-même l'a dit à de nombreuses reprises, lorsque des gens lui demandaient pourquoi il visait des civils, il répondait « Eh bien, l'Occident a fait la même chose en Irak, en Afghanistan et ailleurs. » C'est aussi pourquoi, depuis le début des années 2000, en réalité depuis le 11 septembre 2001, la direction israélienne, et Netanyahou en particulier, ont tenté de faire valoir que le Hamas faisait partie du mouvement Al-Qaïda, ou du moins de ce mouvement islamiste plus large, qui touchait alors tout l'Occident. Et cette idée continue de façonner la logique que nous observons aujourd'hui. C'est une idée très répandue en France d'ailleurs, en Europe en général, mais surtout en France et aux États-Unis, de dire par exemple que le Hamas fait partie des frères musulmans et que les frères musulmans appartiennent à ce vaste mouvement islamiste visant à détruire le monde chrétien et ce genre de choses. Alors que, si l'on étudie la question sérieusement, factuellement, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas est une scission des frères musulmans. Il ne fait pas partie de la confrérie. C'est précisément pour cette raison qu'il s'en est séparé. Il existe les frères musulmans en Jordanie, les frères musulmans en Syrie, les frères musulmans en Turquie et les frères musulmans ailleurs dans le monde. Mais ici, j'emploie le terme « frères musulmans du pays XYZ » parce que c'est ainsi qu'ils se désignent eux-mêmes. C'est le nom de l'organisation. C'est celle que nous avions en Syrie, en Turquie, en Jordanie, en Égypte. C'est toujours frères musulmans en suivi du pays. Mais il n'y a pas de frères musulmans en Palestine. Nous devons être très prudents. J'ai étudié tout cela très attentivement. Dans mon livre « Comment combattre les terroristes et le terrorisme djihadiste », j'ai étudié tous ces groupes. Et dans mon livre « Gouverné par les fausses nouvelles », celui qui est derrière moi ici, j'ai également étudié en détail ce qui s'est passé en Syrie pendant la guerre, de 2011 à 2017. C'est ce que couvre mon livre. J'ai aussi étudié les logos de ce mouvement, leur évolution. Et l'on peut voir que le logo n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas seulement du marketing.
Cela reflète aussi ce que vous voulez montrer, ce pourquoi vous voulez vous battre. Et l'on peut voir, en étudiant le logo de certains mouvements, de résistance, violents, islamistes, djihadistes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'il existe une forme d'allégeance dans la manière dont le logo est conçu, car il reflète une fidélité à un autre mouvement. En tout cas, le Hamas a une approche complètement différente. Ce n'est pas la fraternité musulmane. Il s'est séparé de la fraternité musulmane. Et lorsque l'on commence à étudier cela sérieusement, pas simplement comme certains propagandistes l'ont fait, et la plupart, en réalité, de ceux qui en ont écrit, on constate qu'il existe des études sur ceux qui écrivent à propos du terrorisme. Et vous pouvez constater qu'environ 70% de ce que vous lisez n'est en réalité que de l'information recyclée. Cela signifie que tout le monde répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas mené d'études. Et beaucoup des documents que vous voyez, même provenant de services de renseignement officiels par exemple, ne résultent pas d'une étude spécifique du cas ou du mouvement. Le plus souvent, on sélectionne simplement ce qu'on veut dire, en le prenant à certains universitaires ou à des personnes qui ne connaissent rien au terrorisme. Ils ne savent rien de la mentalité musulmane. Ils ne savent rien des objectifs du terrorisme, de la lutte dans ce pays, et ainsi de suite. En tout cas, notre compréhension du terrorisme musulman est extrêmement déformée. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à être efficaces contre le terrorisme musulman, djihadiste ou islamiste. Parce que nous ne cherchons même pas à les comprendre. Nous suivons toujours cette logique selon laquelle un bon terroriste est un terroriste mort. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Et d'ailleurs, cette idée même qu'un bon terroriste est un terroriste mort est précisément ce qui alimente le terrorisme. C'est le côté asymétrique du conflit, mais peu de gens le comprennent. En tout cas, cela fait environ 25 ans que le gouvernement israélien s'efforce d'assimiler le terrorisme djihadiste au terrorisme du Hamas. Et ce sont deux choses totalement différentes. Je veux dire, les frères musulmans et beaucoup de, pas tous, mais de nombreux mouvements djihadistes, surtout en Syrie, ont combattu pour l'idée de l'islamisme. C'est typiquement ce que l'on a vu avec l'État islamique, par exemple. Ils avaient cette idée qu'il devait exister un État islamique. Et cette idée même était leur principale motivation. En Palestine, ce n'est absolument pas le cas. Ils ne se soucient pas vraiment d'avoir un gouvernement de type djihadiste ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit de la libération de leur territoire. Et il faut aussi comprendre, car il y a une logique derrière cela, comme je l'ai souvent dit, qu'il n'y a pas un seul mètre carré d'Israël, de l'État israélien, si l'on veut. Il n'y a pas un seul mètre carré qui ait été acquis légalement par Israël. Les Nations Unies n'ont jamais attribué la moindre partie de la terre à Israël. Chaque mètre carré a été pris par la violence, chacun d'entre eux. Aucun n'a été donné à Israël, malgré la manière dont ils ont tendance à le présenter. Et permettez-moi de vous rappeler la résolution 181 de novembre 1947, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a proposé l'idée de créer deux États, un État juif et un État arabe. C'est la terminologie qu'ils utilisaient à l'époque. L'idée était de parvenir à cela par un référendum. C'était le plan, et vous pouvez lire la résolution, c'est indiqué très clairement. Le problème, c'est que, puisqu'il y avait à cette époque une majorité d'Arabes en Palestine, les Juifs ont préféré recourir à la violence, car ils y étaient mieux préparés que les Arabes. La plupart des Juifs de Palestine étaient alors d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, ayant servi dans la brigade juive de l'armée britannique ou dans des unités similaires. Ils étaient donc mieux préparés à la guerre.
Les Palestiniens, c'est-à-dire la population palestinienne de l'époque, étaient pour la plupart de simples agriculteurs ou éleveurs, et ils n'avaient absolument aucune véritable expérience du combat. Et pour cette raison, il a été très facile, au cours des 6 mois entre novembre 1947 et mai 1948, pour les Juifs de prendre le contrôle de tout le pays. Mais le jour même où les Israéliens ont décidé de rendre cette conquête un fait accompli en déclarant l'indépendance, le 14 mai 1948, c'est précisément ce qui a déclenché la première guerre arabe, enfin, la guerre israélo-arabe, parce que les Arabes ont dit « non, ce n'est pas ainsi que cela doit se passer ». Ils continuaient à réclamer un référendum, et les Britanniques ont joué un rôle très néfaste dans cette affaire, en évitant d'organiser le référendum, bien qu'ils aient encore autorité sur le territoire. Je veux dire, la Palestine était un pays que l'on peut comparer à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui est sous l'autorité de la France. C'est l'un des 17 territoires reconnus par l'ONU comme ayant une souveraineté limitée, c'est-à-dire des États dotés de leurs propres autorités et institutions, mais placés sous une forme de tutelle. La Nouvelle-Calédonie en est un exemple. Il y a une administration française, mais la Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire français. Même en France, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. La Nouvelle-Calédonie n'a en réalité rien à voir avec la France, si ce n'est qu'elle est sous domination française. Mais c'est une autorité déléguée, et c'était exactement la même chose en Palestine. La Palestine était bel et bien un État. C'était un État, mais il était sous administration, je veux dire sous administration britannique, ce qui signifie qu'en 1947, lorsque la résolution a été adoptée par l'Assemblée générale, l'administration britannique aurait dû se coordonner avec les entités présentes en Palestine, à la fois arabes et juives, car il existait une administration partagée entre juifs et arabes. Et si vous regardez les documents, eh bien je ne les ai pas ici, mais je pourrais probablement vous montrer un document du gouvernement de Palestine. Il est rédigé en anglais, en arabe et en hébreu. Et au lieu d'organiser ou de créer les conditions d'un référendum qui aurait pu conduire à une solution pacifique du problème, les Britanniques n'ont rien fait. En conséquence, ils ont laissé les Israéliens prendre le contrôle de tout le pays par la violence. Et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens n'ont jamais accepté, pas même Israël, car l'État d'Israël que nous avons aujourd'hui est en réalité un territoire qui n'est pas légal. C'est la réalité. Et c'est pourquoi on peut comprendre que les Juifs, enfin, je veux dire, jusqu'à l'accord d'Oslo en 1993, lorsque Yasser Arafat a décidé de reconnaître l'État d'Israël. Et c'est aussi pour cela qu'il y a eu la scission avec d'autres organisations comme le Hamas et d'autres, qui ont dit, eh bien, qui t'a donné l'autorité de reconnaître un État? Parce que cet État a pris tout le territoire qu'il possède sans la moindre exception. C'était un territoire pris par la violence. Par conséquent, la légitimité et la légalité d'Israël sont encore remises en question. De plus, comme nous le savons, la veille de la déclaration d'indépendance en mai 1948, Israël a décidé de ne pas définir ses frontières, car il avait en tête de s'étendre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle du Grand Israël et de tout cela, cela repose sur le fait qu'Israël n'a jamais formellement établi ses propres frontières. Les frontières que nous voyons sur les cartes, sur Google Maps ou ailleurs, ne sont pas des frontières officielles. Ils sont simplement tolérés. En réalité, c'est la ligne d'armistice de 1949, à la fin de la Première Guerre arabe, qui restait valable jusqu'au début de juin 1967.
Mais en vérité, Israël n'a pas de frontières reconnues, pas même reconnues par lui-même d'ailleurs. Cela fait donc de l'ensemble d'Israël un territoire illégal par essence, qui n'a jamais réussi ou jamais montré sa volonté de rejoindre, disons, si je puis m'exprimer ainsi, la communauté internationale au sens juridique. Et d'ailleurs, si l'on regarde toutes les résolutions adoptées depuis 1948 par les Nations Unies, elles rappellent tous ces faits. Ce que je dis, c'est quelque chose qui est clairement écrit et rappelé dans chaque résolution concernant Israël depuis 1948. Mais le problème, c'est que personne ne lit vraiment ces résolutions. Même les chercheurs, lorsqu'ils parlent de la résolution 181 de novembre 1947, ne la lisent jamais réellement. Sinon, ils se rendraient compte qu'Israël n'a aucune base légale. Et nous nous contentons de cette idée que le 14 mai 1948, les Arabes ont décidé de rejeter le plan de l'ONU. C'est totalement faux. Les Arabes étaient favorables à l'application de la résolution. En fait, si l'on regarde quelle était la position à cette époque, en novembre 1947, les Juifs voulaient leur propre territoire à cause de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui en découlait. En tout cas, on peut probablement comprendre cela. Ils voulaient leur propre territoire, point final, et donc une sorte de solution à deux États si l'on veut. Pendant ce temps, les Arabes voulaient un seul pays, un seul État avec deux nations. Et si l'on lit la charte du Hamas, par exemple, elle est restée exactement ainsi. Ils disent exactement cela. Nous voulons un seul pays avec deux nations. Exactement cela. Mais ce n'était pas dans leur charte de 1986. La nouvelle charte qu'ils ont publiée en 2017 le dit clairement. Ce n'était pas si clair dans la précédente, mais maintenant c'est précisé. Et c'est bien le cas. Le problème, c'est que, voyez-vous, tout est une question de récit, car même la charte du Hamas de 2017 n'est jamais citée par les gens. Ils parlent toujours de la charte de 1986 parce que son ton, son vocabulaire et sa formulation sont clairement plus proches du langage islamiste. Mais lorsque l'on lit la charte de 2017, on voit que le Hamas a décidé d'abandonner le terrorisme et d'évoluer vers une orientation plus politique. Le même virage qu'avait pris Yasser Arafat en 1964, lorsqu'il avait choisi de renoncer au terrorisme et de suivre une ligne plus politique. C'est exactement ce que le Hamas a fait en 2017. Je veux dire, ils avaient déjà commencé à le faire auparavant, mais cela a été formalisé dans la charte de 2017. En fait, on peut dire que depuis le début des années 2000, à peu près depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, ce changement était en cours. On peut dire que le Hamas a renoncé à l'action terroriste. Et en réalité, c'est très difficile. On peut à peine trouver un acte terroriste depuis 2005. Parce que, encore une fois, lorsque nous parlons d'une organisation terroriste, il faut définir ce que cela signifie. Le mot terrorisme est mal employé par l'Occident et bien sûr par Israël pour justifier la violence contre le pays. Et c'est exactement ce que nous observons. C'est toujours la même rhétorique. On dit, eh bien, nous utilisons la violence contre des civils. Et Netanyahou répond, oui, mais vous avez fait la même chose en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs. Alors, en quoi ce que nous faisons est-il plus mal que ce que vous avez fait? Je pense que vous l'avez décrit de manière très complète. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, aimeraient que vous alliez à l'ONU. Je pense que vous pourriez aborder la situation en Palestine de manière appropriée. C'est incroyable la façon dont vous la décrivez, colonel. Cela va être évident. J'étais responsable des opérations de maintien de la paix.
Autrement dit, j'étais chargé de la politique et de la doctrine du maintien de la paix au sein du département des opérations de maintien de la paix pendant 2 ans au secrétariat des Nations Unies à New York. Et j'ai l'habitude de lire ces résolutions. J'ai l'habitude de comprendre ce qui se cache derrière la formulation utilisée. Lorsque j'ai commencé à vraiment étudier le conflit en Palestine, je suis revenu aux textes originaux de l'Assemblée générale des Nations unies, entre autres, et j'ai découvert un énorme décalage entre les textes et ce que dit l'ONU et ce que nous disons, et même ce que disent les chercheurs. C'est surprenant, car je ne fais pas beaucoup confiance aux journalistes ni aux médias. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, de l'Iran, de la Palestine et d'autres conflits, on ne peut pas leur faire confiance, car ils ne font que répéter ce que l'establishment veut qu'ils disent. Ce sont des perroquets, voilà tout, de simples perroquets politiques. Donc aucun réel intérêt de ce côté-là. Mais j'aurais attendu davantage des universitaires et des personnes plus instruites que les journalistes, comme ceux ayant une formation juridique et habitués à lire ces résolutions. Je m'attendais à ce qu'ils adoptent une approche plus factuelle de ce conflit, car lorsqu'on lit et qu'on voit ce qui se passe dans les médias, tout est devenu extrêmement émotionnel. Encore une fois, c'est exactement comme pour l'Ukraine, la Russie et les autres. Again, this is exactly like Ukraine and Russia and others. When you are involved in a conflict, of course it takes. Quand on est impliqué dans un conflit, il prend bien sûr une dimension émotionnelle. Et je le comprends du côté des Palestiniens, des Israéliens et d'autres encore. Le problème, c'est que, encore une fois, lorsqu'on est un observateur extérieur, lorsqu'on a le luxe d'être en dehors du conflit, surtout dans mon cas, venant d'un pays neutre, on a ce privilège d'en être éloigné, de ne pas avoir de famille impliquée d'une manière ou d'une autre. Il faut en avoir une compréhension honnête. Il faut faire tout son possible pour comprendre la position de tous les acteurs, sans prendre parti arbitrairement pour l'un ou pour l'autre. Mon éducation personnelle, l'éducation que j'ai reçue, mon éducation militaire, mais aussi ma formation en renseignement, m'empêche, me interdit de prendre parti arbitrairement pour un acteur ou un autre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien sûr, c'est facile. On dit, eh bien, les complots, tu es pro-palestinien, tu es pro-russe, tu deviens pro quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que puisque le récit est tellement biaisé, tellement détourné, tout ce que l'on dit pour essayer de rétablir une certaine vérité, pour revenir aux faits, devient aussitôt quelque chose d'étiqueté comme pro-russe, pro-palestinien, pro-qui que ce soit. La réalité, c'est que si les chercheurs faisaient correctement leur travail, intellectuellement, honnêtement, nous n'aurions pas ce problème. Mais même les chercheurs ne sont pas honnêtes. Et c'est pour cela que nous, enfin, probablement pas tous, mais moi, j'ai lu des centaines d'auteurs et d'articles. J'ai une immense bibliothèque de documents liés à ces conflits, parce que je les ai étudiés. Je ne me concentre pas seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais davantage sur la question du terrorisme. Mais pour comprendre le contexte du terrorisme, il faut comprendre le contexte du conflit lui-même, car on ne peut pas étudier le terrorisme en dehors d'un contexte. Il doit être compris à l'intérieur de celui-ci. Et c'est pourquoi je pourrais définir différents types de terrorisme avec différentes stratégies pour y faire face. On ne peut pas combattre le terrorisme enfin, si j'étais israélien, je ne le combattrais certainement pas de la manière dont ils le font. Je ne suis même pas d'accord avec le mot terrorisme, mais c'est un autre sujet. Mais en supposant que vous utilisiez le mot terrorisme pour désigner le Hamas, je ne combattrais certainement pas de la même manière qu'eux. D'autres formes de terrorisme peuvent être combattues ainsi, mais pas celle-ci. Et c'est précisément l'erreur qu'ont commise les Américains. Pas seulement eux,
principalement eux, mais les Occidentaux en général. Lorsqu'on lutte contre le terrorisme, nous avons tendance à adopter une approche uniforme. Tout est dissimulé derrière le mot « terrorisme ». C'est un terroriste, et donc tout est permis. En réalité, il faut comprendre qu'il existe des terroristes asymétriques. Certaines formes de terrorisme sont asymétriques, d'autres non. Il existe des formes symétriques de terrorisme, et elles ne doivent pas être traitées de la même manière. Le problème, c'est que si vous ne commencez pas par comprendre la nature même de ce contre quoi vous vous battez, vous êtes voué à l'échec. Et c'est exactement ce qui se passe. Je veux dire, beaucoup de ces incidents ou attaques que nous avons eus, surtout moi qui vis en Belgique, et ce que nous avons connu en Belgique en 2016, nous avons eu plusieurs attaques ici à Bruxelles. Mais je dirais que tout cela aurait pu être très facilement évité. Comme la police et les services de renseignement belges n'ont pas compris la menace, ils ont créé le problème. Littéralement, ils ont créé le problème. Nous aurions pu éviter cela. De la même manière que les Français auraient pu éviter ce qui s'est passé en 2015. Mais comme ils n'ont même pas essayé de comprendre la menace, ils ont créé le problème. Et non seulement ils l'ont créé, mais la manière dont ils ont réagi a conduit à une amplification du problème. Et c'est pourquoi, vous savez, en temps de guerre, il y a une règle qu'on ne peut pas éviter. Peu importe la force qu'on a, ni l'endroit où l'on se trouve. Il y a une règle à laquelle on ne peut pas échapper. Il faut comprendre son adversaire. Ne pas le faire conduit à l'échec. Et c'est ce qui explique pourquoi les États-Unis ont échoué en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Je veux dire, ils entretiennent une illusion de force en maintenant des troupes sur place, par exemple en Syrie. Mais gagnent-ils vraiment? Ont-ils remporté quoi que ce soit? Ont-ils obtenu quelque chose? Rien. La Libye, même chose. C'est un échec total, de A à Z. Et les Français, au Mali et au Niger, toute la région du Sahel en fait, où il y avait l'opération Barkhane, c'est un échec total. Parce que si vous ne connaissez pas votre adversaire, vous ne pouvez pas établir une stratégie solide pour résoudre le problème. Et c'est précisément là que les Israéliens sont les pires. C'est amusant, parce que beaucoup de gens pensent que les Israéliens sont extrêmement efficaces contre le terrorisme. Ils sont efficaces pour tuer des gens, ça c'est sûr. Probablement ceux qui ont le plus d'expérience dans le fait de tuer les autres. Mais ils n'ont pas d'expérience dans la victoire. En fait, c'est le seul pays au monde qui n'a jamais réussi à contrôler un mouvement de résistance depuis presque 80 ans. Tous les autres pays ont d'une manière ou d'une autre réussi à résoudre les problèmes qu'ils avaient chez eux. Peut-être avec des variations et des complications, bien sûr. Ce n'est pas aussi simple que je le dis. Mais j'avais l'habitude de compiler une encyclopédie de la violence politique. Et j'y ai répertorié, je ne sais pas, des milliers de mouvements. Elle est en français, malheureusement. Mais j'y ai répertorié des milliers de mouvements violents, principalement politiques, mais pas uniquement. Et j'ai décrit leur doctrine, et tout cela. And described their doctrine and all that. So I've studied violence in South America. J'ai étudié la violence en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, et ainsi de suite. J'ai personnellement participé à des discussions avec des mouvements armés, notamment en Afrique et en Asie centrale. Quoi qu'il en soit, mon expérience montre que tous ces mouvements doivent être abordés différemment. Il n'existe pas de solution unique. On peut s'inspirer d'une approche, mais on ne peut jamais l'appliquer telle quelle à un autre groupe. Cela signifie qu'il faut très bien comprendre ces mouvements. Cela vaut aussi pour Israël. Israël n'a jamais réussi à comprendre ce qui se passe en Palestine, car il a trop confiance en lui-même. Ils étaient tellement sûrs d'eux, convaincus qu'ils étaient en train de gagner, qu'ils étaient les meilleurs, la race supérieure.
qu'ils n'ont même jamais essayé de comprendre qui était leur adversaire. Et à cause de cela, ils auront toujours ce problème. Toute la question, en réalité, a abouti à ce que nous voyons à Gaza. Même là-bas, où tout a été réduit en ruines, quand 2 brigades se déplacent et qu'il ne reste pas un seul bâtiment debout, ils n'arrivent toujours pas à contrôler le territoire. Les Palestiniens parviennent encore à le tenir. Et plus encore, les Palestiniens ont accompli quelque chose que les Israéliens n'ont pas réussi. Ils ont gagné le soutien du monde pour ce qu'ils font. Alors, quand on demande ce qui a changé depuis le 7 octobre, c'est précisément cela. Israël a perdu sa crédibilité, a perdu la confiance que nous avions en lui, a perdu le respect que nous lui portions. Maintenant, tout a été révélé. Et il est probable que les Palestiniens aient subi beaucoup de pertes et de victimes, cela ne fait aucun doute. Mais politiquement, les Palestiniens ont beaucoup gagné et ils ont obtenu le soutien de toute la population. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent en fait que Israélien signifie juif. Ce qui veut dire que même les juifs dans nos pays sont perçus comme pro-israéliens. Ils sont méprisés, tous. Ainsi, ce que nous appelons l'antisémitisme est devenu cela. Et de plus, la rhétorique du début a tenté de brouiller la frontière entre antisionisme et antisémitisme, qui en réalité sont clairement définis. Je veux dire, l'antisémitisme consiste à être contre ou à détester quelqu'un parce qu'il est juif. En somme, c'est détester quelqu'un pour ce qu'il est. Alors que l'antisionisme consiste à détester quelqu'un pour sa politique. Le sionisme étant une politique, une doctrine ou une idéologie si l'on veut. En essence, l'antisionisme ne concerne donc pas la haine de ce que les gens sont, mais de ce qu'ils font. Et comme le récit a été fortement encouragé en Occident, notamment l'idée que critiquer Israël ou ce que faisait Israël était considéré comme de l'antisémitisme, nous avons brouillé la frontière entre la haine de ce que les gens sont et la haine de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, parce que les Israéliens ont brouillé cette ligne, tout le monde pense que ceux qui soutiennent Israël méritent essentiellement d'être détestés de la même manière. En conséquence, il n'y a plus d'antisémitisme, je pense, comme il y en avait peut-être il y a 100 ans. Ce n'est plus cela. Maintenant, c'est l'antisionisme. Cela signifie que les gens détestent Israël à cause de ce qu'il fait. Et ceux qui soutiennent Israël sont perçus comme soutenant les actions d'Israël. Donc on les déteste, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Et c'est une évolution très intéressante de toute cette question. Au départ, les Israéliens ont essayé de faire cela, de se cacher. Israël était caché derrière la communauté juive, si l'on veut, en utilisant le mot antisémitisme. Mais aujourd'hui, puisque les Juifs dans leur ensemble ont été utilisés pour justifier les actions d'Israël, tout le monde est désormais considéré comme sioniste ou pro-sioniste. Et donc tout le monde est détesté, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Et c'est, je pense, une évolution assez intéressante, car elle explique aussi pourquoi, aujourd'hui, on voit apparaître quelque chose qui n'existait plus auparavant. Je veux dire, on a probablement connu cela dans les années 1930 en Allemagne, ou quelque chose de ce genre. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus observé ce type de comportement. Pourtant, nous l'avons vu cet été, lorsque des touristes israéliens en Europe sont entrés dans un restaurant et que le propriétaire leur a dit « Non, je ne vous sers pas ». Toi, sors de mon restaurant. Je ne sers pas des gens qui ont tué des enfants et des femmes. On n'avait jamais vu ça auparavant. Cela signifie donc qu'Israël a beaucoup perdu en termes d'image. Non seulement l'image d'Israël, qui a clairement souffert, mais aussi celle du peuple juif, qui a été très fortement affecté. Et cela a mis en lumière beaucoup d'autres problèmes, des choses qui ne sont probablement pas
évidemment pas directement liées à ce qui se passe en Palestine. Mais par exemple, Epstein, Weinstein, tous ces cas, et on retrouve toujours, et il y a plusieurs cas en France, les mêmes noms, les mêmes personnes. Ainsi aujourd'hui, tout cela s'est fondu dans l'image que nous avons de la communauté juive, laquelle a en réalité été façonnée par ce que les Israéliens font aux Palestiniens. Il est très étrange que les Israéliens ne s'en soient pas rendus compte. Je veux dire, nous l'avons vu tout récemment. Il y a eu la flottille Sumud. Les bateaux ont été abordés par la marine israélienne, des personnes ont été arrêtées, et ainsi de suite. Là encore, la légalité de cette action dans les eaux internationales est fortement remise en question. C'est le premier point. Mais c'est aussi très important, car cela souligne et révèle qu'Israël ne se soucie pas du droit international. Et au lieu d'essayer de résoudre le problème pacifiquement, non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont même fait pire. Je ne suis pas un grand admirateur de Greta Thunberg, pour être honnête, mais elle était là. Elle était là, et elle a eu le courage d'y être, et elle a été arrêtée. Maintenant, les Israéliens ont essayé de l'humilier en l'enveloppant dans le drapeau israélien et en l'humiliant publiquement à Ben Gurion. Vous savez, je ne suis pas un fan de Greta Thunberg. Je l'ai dit, clairement. Mais quand je vois cela, soudainement, j'ai plus de respect pour Greta Thunberg que pour ceux qui profitent d'une jeune femme et essayent de l'humilier en public. Parce que ceux qui font cela, quelle que soit leur nationalité, qui qu'ils soient, celui qui fait cela, pour moi, est quelqu'un de méprisable. Il n'y a pas d'autre façon de le comprendre. Cette personne ne mérite aucun respect, parce qu'on ne fait tout simplement pas ça, même avec son ennemi. Ma culture est ainsi, et je suis colonel, et même en tant que commandant d'une unité d'élite, on respecte son ennemi. On le combat, on peut le tuer, mais on le respecte. Et la manière dont les Israéliens traitent leurs ennemis montre que vous savez, si vous ne le faites pas, eh bien je n'ai aucune compassion, ni passée, ni présente, ni future, pour un peuple qui tue des enfants, des femmes et des personnes âgées. Je n'ai absolument aucune compassion. Les Israéliens ont perdu la compassion que j'avais autrefois, car j'ai été éduqué avec l'idée que nous devions avoir de la compassion pour les Juifs à cause de ce qu'ils ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai totalement perdu cette compassion, car je ne peux pas en avoir pour ceux qui tuent des enfants. Ils ne le méritent pas. Et je pense que lorsque vous voyez la façon dont ils se comportent avec leurs prisonniers, la manière dont ils essayent d'humilier leurs prisonniers, ce que vous ne voyez pas du côté palestinien d'ailleurs, vous constatez que les prisonniers libérés par les Palestiniens leur sont reconnaissants. Ils les remercient. Ils ont été traités comme des êtres humains par les Palestiniens. Et c'est là que l'on voit la grandeur d'un peuple. C'est dans la manière dont il traite son ennemi. Quand on commence à traiter son ennemi comme des animaux, comme l'ont dit ouvertement les Israéliens, ils se définissent eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Les vrais antisémites, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Ce sont eux les véritables antisémites. Exactement. Exactly. De toute façon, je pense que tu restes dans le vrai, Carole. Et avant de conclure, il y a eu la conférence de Valdai, où Vladimir Poutine a parlé de la situation en Ukraine sur le champ de bataille. On lui a posé une question sur les missiles Tomahawk, et il a répondu. Certaines personnes le critiquent, disant qu'il n'a pas été très ferme en avertissant l'Occident à propos de l'envoi de missiles Tomahawk. Mais il semble que le ton en Europe soit quelque peu différent de celui que nous avons entendu de la part d'Ursula von der Leyen. Voici ce qu'elle a dit, Carole. Here is what she said, Carol. That our adversaries
Oui, nos adversaires ne sont pas seulement prêts à exploiter nos divisions, ils les attisent activement dès le départ. Et regardez ce qui s'est passé à Sochi la semaine dernière lorsque Poutine a prononcé son discours annuel au Club Valdai. Nous devrions écouter très attentivement ces paroles. Il a rejeté la responsabilité sur l'Europe pour la poursuite de sa guerre d'agression en Ukraine. Il s'est vanté de ce qu'il a appelé les fissures dans l'édifice européen et de l'unité ébranlée au sein de notre Union. Il ne cache pas son mépris pour notre Union, ni pour les fondements sur lesquels elle repose. Et il ne cache pas non plus sa jubilation et son soutien à tous ses amis dociles en Europe qui font son travail à sa place. C'est le plus vieux tour du monde. Semer la division, diffuser la désinformation, créer un bouc émissaire, tout cela pour dresser les Européens les uns contre les autres, tenter d'abaisser notre vigilance pendant que nous nous affrontons, affaiblir notre détermination et notre résilience. C'est un piège et nous ne pouvons tout simplement pas y tomber. Elle affirme que l'objectif principal de Poutine est de diviser les pays d'Europe, de mettre en avant leurs différences et de manipuler la situation en faveur de la Russie. Mais, après tout, lorsqu'on observe le conflit en Ukraine, on constate que ce conflit met lui-même en lumière ces différences au sein de l'Union européenne, entre les pays membres, car certains d'entre eux ne souhaitent pas être impliqués dans ce conflit en Ukraine. Ils veulent s'opposer à la Russie. Il y a des pays qui ne ressentent tout simplement pas autant de haine envers la Russie. Et nous voyons que la partie occidentale de l'Europe, je parle spécifiquement du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, y est totalement opposée. Nous avons entendu Merz tenir le même discours qu'Ursula von der Leyen. Qui tire l'Europe? Les problèmes auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui viennent-ils vraiment de la Russie et de ce que fait Poutine? Ou bien sont-ils le résultat de la réalité actuelle de l'Europe et de ce que les Européens se sont infligés eux-mêmes? Eh bien, c'est un problème à plusieurs niveaux. Pour répondre à votre question sur la cause des problèmes de l'Europe, si l'on prend simplement le cas de l'énergie, par exemple, il est facile de dire que puisque l'Europe occidentale a cessé d'importer de l'énergie bon marché de Russie, l'énergie est devenue un problème pour la production industrielle en Occident, car elle est désormais plus coûteuse. Et c'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison. Nous avons tendance à ignorer que la politique énergétique de l'UE a commencé bien avant 2022 et que les efforts des Verts et d'autres acteurs en Europe ont contribué à augmenter les prix de l'énergie et à affaiblir l'approvisionnement énergétique du continent. Cette situation a simplement été aggravée par ce qui s'est passé avec la Russie. Mais en réalité, si l'on examine le problème de manière holistique, on peut voir qu'il résulte de politiques défaillantes mises en place sous Ursula von der Leyen bien avant le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine n'a été qu'une étape supplémentaire vers l'affaiblissement de l'Europe. Je dirais même que le conflit avec la Russie est devenu une sorte d'alibi pour les mauvaises politiques adoptées auparavant. Prenons la France, par exemple, où, même avant 2022, les prix de l'énergie avaient déjà augmenté à cause des politiques européennes. Et rien d'autre. Je veux dire, en France, ils disposaient essentiellement d'un système capable de produire une énergie très bon marché, mais d'une manière ou d'une autre, à cause des réglementations de l'UE, ils se sont retrouvés avec un système qui n'a fait qu'augmenter le prix de l'énergie. Quand on ajoute à cela ce qui s'est passé avec la Russie, cela signifie que toute la question avec l'Europe, et pas seulement cela, mais tout ce que nous avons vu, par exemple, dans la politique de l'Europe envers les États-Unis, comme l'échec de l'accord Trump-Europe, on peut voir que cela n'a rien à voir avec les Russes. C'est simplement
parce que Madame von der Leyen et l'équipe qu'elle dirige ne sont pas des personnes avisées. Pour ne pas dire autre chose. J'irais même jusqu'à dire que ce sont des gens plutôt stupides. Ils ne sont pas capables d'anticiper les problèmes. Ils perçoivent les problèmes d'un point de vue idéologique et non factuel. Ce sont des personnes qui avancent sans objectif et par conséquent sans stratégie. C'est exactement ce que nous avons vu avec l'Union européenne, avec l'Ukraine par exemple. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de stratégie. Ils veulent affaiblir la Russie. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que voulez-vous réellement accomplir? Vous voulez que l'Ukraine gagne. D'accord, mais qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Comment définissez-vous la victoire? Une fois que vous l'avez définie, que pouvez-vous faire pour atteindre cet objectif? Et nous voyons que depuis le tout début, le début de l'opération militaire spéciale, personne en Europe ne l'a défini. Je veux dire, quand on en parle, il est très intéressant de constater que tout récemment, hier ou avant-hier, Angela Merkel a donné une interview dans laquelle elle expliquait que ceux qui ont en réalité créé les conditions du conflit en Ukraine étaient les États baltes et la Pologne. Là encore, rien de vraiment nouveau, car c'est quelque chose que j'avais déjà écrit dans mes livres il y a 3 ans. Donc, rien de nouveau à ce sujet. N'est-ce pas incroyable, Karl? Ces États baltes, comment peuvent-ils faire ça à l'Europe? C'est incroyable. Eh bien, je crois que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur votre chaîne. Quand j'étais à l'OTAN, j'y ai passé 5 ans, en discutant avec mes homologues qui étaient aussi des colonels, principalement issus de ce qu'on appelle la vieille Europe, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, vous savez, ce que Donald Rumsfeld appelait la vieille Europe, tous ressentaient exactement la même chose que moi. En réalité, les véritables soutiens étaient les États baltes et la Pologne. Ces peuples avaient vécu sous le régime communiste pendant 50 à 70 ans, et ils avaient des attentes très élevées envers les États-Unis. Ils étaient les plus fervents partisans des États-Unis. Quoi que fassent les Américains, c'est pour eux la Bible. Tout ce que disent les Américains est parole d'évangile. Et donc ils ont reçu beaucoup de soutien de la part des États-Unis parce que d'un autre côté, ils apportaient ce type de soutien verbal et politique à la position américaine. Quand on parle par exemple de la vieille Europe et de la nouvelle Europe, en 2003, la vieille Europe débattait de la question d'aller en Irak. Débattait dans le sens où elle se montrait très méfiante à l'égard de l'idée d'aller en Irak. D'où les mots de Donald Rumsfeld. La France, et tout cela, c'est la vieille Europe. Mais la nouvelle Europe, l'Europe de l'Est, regroupait ceux qui ont suivi les premiers contingents déployés en Irak, et tout cela, avec les Britanniques et les Américains, les Lituaniens, les Polonais, les Ukrainiens. Vous voyez, parce que ces pays avaient rêvé, je ne sais pas, rêvé ou avaient rêvé, je ne suis pas sûr. Enfin, ils avaient rêvé des États-Unis pendant tant d'années, tant de décennies. Et aujourd'hui, ils en sont toujours les partisans. Et au sein de l'OTAN, leur voix est bien plus forte qu'ailleurs. Récemment, il y a eu cet article dans le Financial Times qui parle de l'esternisation de la politique de l'UPOPE, une esternisation venue d'Estonie, parce qu'on assiste à une sorte de radicalisation de la politique européenne, essentiellement menée par les États baltes. Réfléchissez-y. L'Union européenne compte une trentaine d'États. Nous avons de très grands pays, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Ce sont les moteurs de l'Union européenne. Mais lorsqu'il s'agit de choisir un délégué aux affaires étrangères, ils ne prennent pas un Français, un Italien. Non, non, non. Ils choisissent une Estonienne, Kaja Kallas, qui vient de l'un des plus petits États d'Europe, avec presque aucune connaissance du reste du monde.
La seule chose qu'elle connaît, c'est la Russie. Et quand on entend parler d'elle, quand on la voit dans des interviews et tout ça, c'est toujours à propos de la Russie. On peut parler de l'accord avec le Mercosur, de l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Inévitablement, la discussion finira par revenir à la Russie quand il s'agit d'elle. Elle ne connaît rien d'autre au monde que la Russie, parce que c'est ainsi qu'on les a éduqués en Estonie, à détester les Russes. Point final. Il y a 1,2 ou 1,3 million d'habitants, et c'est elle qui conduit la politique étrangère de l'Europe, qui concerne, je ne sais pas, 550 millions de personnes. Donc cela n'a aucun sens. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont en réalité un poids disproportionné dans l'élaboration des politiques, à la fois au sein de l'OTAN et de l'UE, parce que ces pays sont les plus fermes, les plus engagés soutiens de la politique américaine. C'est pourquoi, je veux dire, du moins au sein de l'OTAN, je n'ai pas exactement la même expérience, car j'ai travaillé avec l'UNON, mais jamais au sein de l'OTAN. Donc je ne suis probablement pas en mesure de discuter de l'état d'esprit ou de la mentalité en Europe en tant que telle. Je veux dire, je peux l'observer de l'extérieur, mais pas d'un point de vue interne. Au sein de l'OTAN, je peux parler d'un point de vue d'initié. De l'intérêt disproportionné porté à l'écoute des positions baltes et polonaises. Les pays baltes et la Pologne, d'une certaine manière, vont ensemble et ils ont un impact disproportionné sur l'élaboration des politiques. C'est certain. Je me souviens par exemple de ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine. Nous recevions des rapports de renseignement, des rapports sur ce qui se passait sur le terrain et des choses de ce genre. Tout provenait des services de renseignement polonais et lituaniens. Point final. Et donc, j'ai été stupéfait, car ce que j'ai vu dans ces rapports ne correspondait pas aux informations que nous avions obtenues d'autres sources. C'était totalement différent et bien sûr fortement biaisé contre les Russes. Il y a donc clairement une influence disproportionnée des États baltes et de la Pologne dans ces organisations. Quoi qu'il en soit, le problème en Europe ne se résume pas simplement à une question d'énergie et tout cela. Il y a beaucoup de problèmes. Je veux dire, la direction chez Dodge est un vrai problème. Je veux dire, quand on a... Désolé. Désolé. Quand vous avez, par exemple, je veux dire, encore une fois, je ne veux pas aller trop loin dans ce sujet, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais quand vous avez tous les contrats pour le vaccin, et tout cela géré directement par Ursula von der Leyen via SMS et messages, il y a un problème. Quand des milliards d'euros sont discutés ou gérés par SMS, ce n'est pas sérieux. Il y a un vrai problème de gestion. Et la responsabilité de Madame von der Leyen est clairement en question. Ce n'est pas ainsi qu'on gère un continent, disons-le comme ça. Mais quand on va plus loin, quand on parle, même de ce que nous avons vu, nous en avons discuté, je crois, sur votre chaîne, de cet accord avec Trump, c'est totalement disproportionné, totalement déséquilibré. Comment peut-on faire quelque chose sans aucune consultation d'ailleurs? Vous voyez, cela montre que Madame von der Leyen, eh bien, je pense que le problème, et là nous revenons à des choses qui sont, sans doute, davantage liées à notre manière de gérer les affaires en Occident, c'est que l'on se soucie plus de l'apparence que du contenu. Nous préférons avoir une présidente de la Commission qui soit une femme, quelle que soit sa compétence, mais il faut que ce soit une femme. C'est la même chose avec Kaja Kallas et tout cela. Nous ne cherchons pas les résultats, nous ne cherchons pas les objectifs. Nous ne réfléchissons pas à ce que nous voulons accomplir, ni à la finalité. Il faut simplement que cela ait une certaine apparence. Et nous nous retrouvons avec des personnes manifestement incapables. Obviously incapable. I mean, Ursula von der Leyen
Je veux dire, Ursula von der Leyen a été une catastrophe en tant que ministre de la Défense en Allemagne. Je ne connais personne en Allemagne qui la considère comme une ministre de la Défense réussie. Elle a été une catastrophe. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'Angela Merkel l'a envoyée en Europe, parce qu'il ne la voulait plus au gouvernement. Nous avons donc quelqu'un d'incompétent, notoirement incompétent, intellectuellement biaisé contre la Russie, et qui de toute évidence n'a jamais défini de stratégie pour résoudre le problème en Ukraine. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons cette élite politique en Europe qui se retrouve en quelque sorte prise de court, parce que le récit qu'elle a tenu jusqu'à présent s'effondre soudainement. Et ils n'ont aucune réponse à cela, car ils n'ont jamais eu de véritable stratégie pour résoudre le problème. En réalité, ils n'avaient qu'une stratégie pour aider l'Ukraine, point final, mais sans savoir ce qu'ils voulaient accomplir. En conséquence, ils comprennent maintenant, car les États-Unis ont réalisé qu'aider l'Ukraine ne mène nulle part. C'est pourquoi Trump veut se retirer de ce conflit. Il s'agit simplement de dépenser de l'argent sans retour sur investissement, en laissant les Européens seuls pour le soutenir. Et maintenant, les Européens comprennent qu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes. Par conséquent, les Européens sont dans une certaine mesure perdus, car ils ne savent pas ce qu'ils veulent accomplir. Et c'est un problème récurrent. C'est le problème que l'on observe chez toutes les élites européennes. Elles pensent que gouverner consiste simplement à être le chef et à donner des ordres. C'est plus ou moins la même mentalité que ceux qui au XVe ou XVIe siècle naissaient rois, recevaient une couronne et se voyaient simplement dire de gouverner. Mais ce n'était pas leur intention. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient accomplir. Heureusement, ils avaient probablement de bons conseillers, ce qui fait défaut aujourd'hui. Nous sommes dans une situation très similaire maintenant, et cela explique pourquoi tant de gouvernements échouent en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, et ainsi de suite. Ils échouent, leur économie échoue, tout échoue, et ils continuent à parler de soutenir l'Ukraine. Mais pourquoi faire? Quel est l'objectif? Qu'espèrent-ils accomplir? Ils n'ont ni objectif ni stratégie, car une stratégie n'est qu'une manière d'expliquer comment atteindre un objectif. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas avoir de stratégie. C'est tout simplement logique. À présent, ils sont piégés dans leur propre récit, et ce récit est devenu, d'une certaine manière, la politique. C'est exactement là où nous en sommes. En conséquence, ils n'ont pas de marche arrière, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un moment où il faut réfléchir à la substance du conflit, la substance de la solution. Et c'est probablement le bon moment pour se dire qu'il existe peut-être une solution à envisager, non pas en fournissant des armes et des fonds à des endroits que vous ne connaissez même pas. Si vous avez lu cet article récemment, hier ou avant-hier, dans le New York Times, il disait que l'argent affluait vers l'Ukraine non pas en fonction des besoins, mais là où les factures étaient les plus gonflées. Parce qu'au final, cela ne fait qu'alimenter la corruption. Alors, aidons-nous vraiment l'Ukraine en nourrissant la corruption? Probablement pas. Alors, que faisons-nous? Et si nous sommes assez sages pour comprendre que ce que nous faisons ne mène nulle part, nous devrions probablement choisir une autre voie. Peut-être parler, peut-être engager un dialogue avec les Russes. Et c'est aussi ce que, en fait, ce que Vladimir Poutine a dit à la conférence de Valdai. Il s'est moqué des Européens, incapables de changer d'avis, de penser à d'autres solutions, et de comprendre que la direction qu'ils prennent les mène vers le pire, non vers le mieux. C'est exactement ce qu'il a dit lorsqu'il a parlé des missiles Tomahawk.
Il a également pointé du doigt les Américains en disant que s'ils livraient des missiles Tomahawk, cela détruirait ce qu'ils tentaient de reconstruire, une sorte de relation entre les États-Unis et la Russie. Si vous donnez des missiles, alors tout ça sera détruit. Alors, vous en reviendrez au point de départ. Mais si vous écoutez l'ensemble de ce que Vladimir Poutine a dit à cette occasion, vous pouvez voir qu'il s'est moqué des Européens pour cette incapacité intellectuelle à s'adapter à la situation, étant en réalité piégés dans un récit dont ils ne parviennent pas à sortir pour trouver une véritable solution au problème. Car ce que l'on voit chaque jour sur le terrain, et ce que Vladimir Poutine lui-même a dit lors de la réunion de Valdai, c'est que la situation de l'Ukraine empire chaque jour. Autrement dit, vous pouvez lutter, fournir de nouvelles armes, offrir ceci ou cela, mais en réalité, vous n'améliorez pas la situation des Ukrainiens. Vous ne faites que prolonger la guerre. Et c'est apparemment ce que visent les Européens. Mais prolonger la guerre, jusqu'à quel point? Bien sûr, si l'on écoute Zelensky, il a récemment publié un tweet affirmant que l'objectif désormais est de créer une situation de plus en plus insoutenable pour les Russes et qu'ils finiront par faire face à des émeutes de la faim, comme Zelensky les a appelées, et que le gouvernement sera déstabilisé. Mais la réalité que nous observons en Russie n'est pas celle-là. On ne voit pas les gens avoir un problème avec le gouvernement. On ne voit pas cela. Je veux dire, il y a probablement en Russie des personnes mécontentes des décisions de Poutine, et c'est certainement vrai, comme dans tout pays, mais elles ne constituent probablement pas la majorité. Et probablement que la majorité des Russes sont d'accord avec la politique de Poutine. En fait, si l'on regarde les sondages, je suis régulièrement les enquêtes menées par le centre Levada, qui est d'ailleurs considéré comme un agent étranger par les autorités russes. Il réalise régulièrement des enquêtes sur la satisfaction de la population, l'approbation des politiques de Poutine, et aussi sur la manière dont les Russes soutiennent l'opération militaire spéciale. Lorsque l'on examine les résultats qu'ils publient chaque mois, on peut comparer un mois à l'autre. Je suis cela depuis le tout début de l'opération militaire spéciale. Je peux donc voir l'évolution. Et vous voyez qu'en fait, la tendance reste exactement la même, ce qui signifie que le soutien à Vladimir Poutine a augmenté depuis le début de l'opération. Et bien sûr, comme les autorités russes elles-mêmes l'ont déclaré, elles soutiennent l'idée de négociation. On observe exactement la même tendance au sein de la population. Elle soutient également l'idée de négociation. Il y a un nombre croissant de personnes qui souhaitent encourager les négociations en Russie, par exemple. Mais, d'un autre côté, lorsqu'on regarde le soutien à l'opération militaire spéciale, aux actions militaires sur le terrain, on constate que ce soutien augmente également. Cela semble donc paradoxal. D'une part, on observe un niveau de soutien en hausse, ou du moins stable, disons stable, car il existe certaines variations. Environ 85 à 87% de la population soutient les politiques de Poutine. Lorsqu'il s'agit de négociations, plus de 50% de la population en Russie soutient l'idée de négocier. Et probablement seulement environ 20% soutiennent l'idée d'entrer en guerre. Mais lorsqu'il est question de soutenir l'opération militaire spéciale, environ 75% de la population y est favorable. Cela semble donc contredire l'idée de négociation. Mais en réalité, ce n'est pas cela. Le fait est que les gens soutiennent l'idée qu'il faut protéger la population russe en Ukraine, et donc ils sont favorables à l'opération militaire spéciale. D'un autre côté, ils comprennent que cela ne peut pas être une guerre sans fin, et qu'à un moment donné, il faut passer à un processus de négociation.
Une majorité de Russes y sont favorables. En fait, cela reflète exactement la position des autorités russes. C'est intéressant, car lorsque l'on regarde les Européens, je parle de l'Union européenne, ils sont opposés à tout dialogue avec la Russie. Ils refusent tout dialogue. Et ils ont même conseillé à Zelensky de ne pas engager de dialogue avec la Russie. Pour eux, il s'agit d'entretenir le conflit, car ils supposent ou pensent que la poursuite de la guerre finira par être favorable à l'Ukraine. Dans quelle mesure? Personne ne le sait vraiment, mais c'est ainsi qu'ils le ressentent. C'est donc une approche très émotionnelle du conflit. Elle ne repose pas sur des faits observables sur le champ de bataille, mais c'est ainsi que les Européens le perçoivent. Encore une fois, nous parlons du conflit ukrainien. Mais si l'on regarde tous les autres problèmes en Europe, on constate que c'est l'approche générale de la classe politique européenne. C'est du vœu pieux de A à Z. Exactement. Thank you so much, Carl, for being with us today. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. Comme toujours, merci.